Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Tout d'abord, un grand merci à Monsieur Sonnet pour la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire, ainsi qu'au service pour l'élaboration de ce document, qui a pour mission, évidemment, de présenter les grandes orientations de la majorité municipale, avec une forme de contextualisation macroéconomique pour nous expliquer effectivement les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau local. Mais effectivement, on retrouve un petit peu toujours les mêmes arguments année après année sur les difficultés que peuvent rencontrer notre commune en matière de financement. Et année après année, je répète effectivement que ces difficultés qui sont réelles ne sont pas toujours causées justement par des facteurs complètement exogènes, même s'ils existent, tels que le Covid ou l'inflation ou la guerre en Ukraine. Vous nous rappelez année après année, justement, soit la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est réelle année après année, mais aussi qui a été initiée, pour rappel, par M. Fillon, alors Premier ministre de M. Nicolas Sarkozy, et donc à qui la faute, mais il faut quand même le reconnaître et le rappeler. Et la deuxième chose, c'est la disparition de la DSU. La DSU, vous nous faites une présentation assez subjective en nous rappelant des millions d'euros perdus par la commune par la disparition de la DSU, parce qu'effectivement, vous nous présentez un graphique sur une dizaine d'années. Pour autant, rappelons que la DSU, elle est calculée sur le potentiel fiscal de chaque habitant, sur les prestations sociales versées. Et comme vous avez fait le choix depuis 2014, voire même avant, lors de votre première mandature, de non seulement densifier, mais aussi de capter des catégories socio-professionnelles plutôt élevées, forcément, la DSU, pour le coup, en matière de calcul, ça devient compliqué pour la conserver. Donc là, je veux dire, la responsabilité, à vous de la prendre, justement, pour la disparition de cette DSU. Pour les autres sujets, oui, alors vous nous rappelez effectivement l'augmentation des recettes fiscales sans jouer justement sur le levier fiscal. Rappelons, et je le disais à l'instant, que vous avez choisi la densification de la ville qui n'a jamais été autant peuplée puisque nous atteignons quasiment les 80 000 habitants. Mécaniquement et arithmétiquement, justement, forcément, on a des recettes fiscales qui sont en hausse. Je me félicite, enfin notre groupe se félicite de la hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, proposition que nous avons faite lors du dernière présentation du rapport d'orientation budgétaire en 2022 et que vous avez repris justement en septembre 2022, ce qui est une excellente chose puisque c'est un levier fiscal, donc là vous jouez sur le levier fiscal, qui nous permet de récupérer un peu plus de 1,5 million. Je vous trouvais particulièrement optimiste sur la projection des droits de mutation. Il ne vous aura pas échappé que le marché de l'immobilier se crispe, et pour des raisons de hausse des taux, de choix justement plus restrictifs en matière d'obtention des prêts immobiliers suite aux décisions de la BCE. Là, vous avez décidé de l'augmenter à 8 500 000 donc en termes de projection, alors que les années précédentes, vous aviez décidé d'avoir une base à 5 400 000 de mémoire. Bon, je vous incite à la prudence sur ce levier-là, puisque pour le coup, les projections en matière d'immobilier, à voir, mais pour l'instant, ne sont pas très optimistes, même si je ne suis pas devin en la matière. Une interrogation que j'avais, c'était sur la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir justement aussi un choix de baisse de qualité en matière de tri des déchets ? Ma collègue l'a rappelé, l'ANIR a été sous le feu des projecteurs médiatiques justement suite à un magazine télévisé Capital qui rappelait justement le retraitement des encombrants sur la ville d'Asnières qui ne se faisait donc pas du tout de manière écologique et environnementale. La question se pose effectivement sur vos orientations en matière environnementale, j'y viendrai plus tard, mais justement on peut dire à l'instant, à la présentation de ce rapport d'orientation budgétaire, que votre appétence en matière environnementale approche du zéro absolu, puisque dans le rapport d'orientation budgétaire, on n'a vu aucun effort fait de ce point de vue-là, en tout cas dans l'accompagnement de nos concitoyens. Sauf, pour vous rendre justement justice quand même, en matière de rénovation énergétique des bâtiments municipaux, mais pas du tout d'accompagnement des Agnérois en matière environnementale.
On peut aussi regretter justement qu'il y ait aussi une diminution des emplois pourvus au 31 décembre de cette année. Même si effectivement vous avez une masse salariale qui augmente, la question peut se poser en ce qui concerne votre choix en matière donc pas de masse salariale, mais d'embauche de personnel communal. Et enfin, et je pense que là, je vais finir là-dessus, mais vous parlez de sanctuarisation de subventions au centre communal d'action sociale, comme si c'était quelque chose de vertueux. Inutile de vous rappeler, parce que vous avez commencé là-dessus justement en matière de présentation des rapports d'orientation budgétaire et de contextualisation, l'inflation est galopante, les coûts de la nourriture, des différents fluides explosent, et vous nous présentez de manière vertueuse une sanctuarisation de la subvention au centre communal d'action sociale, donc de l'action sociale au sens général du terme. Il n'y a rien de vertueux là-dedans. Il n'y a rien qui se rapproche justement à l'actualité. Ça semble complètement déconnecté de rester sur un même niveau de subvention en 2023, alors que nos concitoyens et concitoyennes rencontrent énormément de difficultés à finir les fins de mois, à finir leur mois en matière de dépenses de nourriture. Enfin, je parle du basique pour le coup. Donc, on ne peut pas se satisfaire de vos orientations en matière sociale et environnementale. On sera particulièrement attentif à l'élaboration du budget, puisque là, il sera bien plus chiffré. Mais là, à l'heure actuelle, ce rapport d'orientation budgétaire, en plus d'être quasiment une redite de ce que nous aviez présenté l'année dernière, n'est absolument pas satisfaisant sur les deux sujets qui sont prépondérants dans le cœur et l'esprit des Français, à savoir le social et l'environnemental. Je vous remercie. Merci. Plus de prise de parole de l'opposition. Donc, Guillaume Mar, si tu veux prendre la parole, hein, monsieur le maire adjoint aux finances, et puis André Mancipose, et puis je clôturerai le... Et puis oui, petite mise au point. On va pas... Enfin, on va essayer d'être synthétique. On ne va pas répondre à toutes les mises en cause de l'opposition, parce que les amis, la soirée n'y suffirait pas. Donc, on va juste, peut-être, de façon très très brève, hein. Voilà, non, mais, ok, mais ça sera vraiment... Essayons de ne pas rentrer dans des polémiques, dans des trucs à n'en plus finir. Voilà, s'il y a des mises au point, on les fait, et puis ensuite, on passe à la suite. Monsieur Mar. Merci, monsieur le maire. Donc, je ne vais pas être très long non plus, être synthétique. Je vais commencer par remercier également les services et les directeurs et les élus également qui ont préparé ce débat d'orientation budgétaire et ce budget qui va être présenté le mois prochain dans un contexte, vous l'avez dit, monsieur Guillard, assez exogène en fait. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, sur les dépenses de 2022, nous subissons pas mal de contraintes, notamment sur le chapitre 11, donc les dépenses courantes, notamment sur l'énergie. Pour vous donner des ordres de grandeur, donc c'est plus 3 millions de dépenses supplémentaires par rapport à l'année précédente que nous subissons, notamment 2 millions sur les fluides. Nous payons le gaz 3 fois plus cher que l'année précédente et l'électricité 2 fois plus cher. Ça, nous n'y pouvons rien, nous subissons. Et également sur la partie gestion du personnel, masse salariale, plus 3 millions également en 2022 qui sont subis. Alors ça, ce sont des promesses de campagne présidentielle qui sont passées, notamment avec la hausse du point d'indice, les mesures qui concernent les catégories C et le troisième point qui nous concerne, nous, plutôt les recrutements. Donc les mesures catégorie C, on peut que s'en réjouir, c'est des personnes à un salaire plutôt faible qui vont être mieux payées. Donc nous, notre côté, bien sûr, côté collectivité, nous devons bien sûr accepter ce principe-là. Donc voilà, c'est un peu pour resituer le contexte dans lequel nous devons préparer ce budget. Concernant les DMTO, voilà, donc nous avons une bonne surprise en 2022. À chaque fois, chaque année, ces recettes augmentent. Nous avons une année exceptionnelle en 2022 à plus de 10 millions de recettes de vente sur les droits immobiliers. Et nous avons jugé prudent, malgré tout, d'inscrire que 8,5 millions sur la partie recettes en 2023. Sur les projets, après, c'est énuméré dans le rapport. Voilà, on ne fait pas de PPI ou on ne le publie pas, en tout cas, puisqu'on veut garder la main sur ce programme d'investissement pluriannuel. Parce que les recettes, bien sûr, sont variables, les projets également sont fluctuants
et dépendent également des autorisations administratives. Et aussi, nos phases de réflexion seront parfois un peu plus longues que prévu. Merci. Merci, monsieur le Premier maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais revenir sur certains points qui ont été évoqués et qui me posent un problème de compréhension, et je pense que pour les Agnois aussi. Dans l'intervention de madame la nouvelle présidente du groupe d'opposition, donc madame Picard-Macovico, vous n'avez pas hésité à qualifier la ville d'Asnières de riche. Mais madame, je ne sais pas d'où vous sortez ce fantasme, parce que quand on compare les villes, il faut les comparer dans leur situation régionale. Nous sommes la 4e ville la plus pauvre des Hauts-de-Seine. C'est officiel. C'est source à la fois l'INSEE, mais aussi la direction des finances publiques. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque le département nous a envoyé la compensation de la taxe professionnelle, nous avions un coefficient multiplicateur dû à cette pauvreté, au même niveau que Bagneux, par exemple, qui n'est pas une ville riche. Parce qu'en fait, c'est une ville très contrastée, Asnières. Très, très contrastée. Et ce qu'on appelle son potentiel financier, il n'est pas important. Parce que nous avons certes des quartiers, et tant mieux pour les personnes, qui sont habités par des gens qui ont des revenus consistants. Mais si vous connaissez la codification INSEE-IRIS, je rappelle que cette codification permet de découper une ville en carreaux de 200 mètres pour expliquer un peu quels sont les modes d'habitation et les revenus qui sont ceux des gens qui y habitent. Dans les quartiers les plus aisés, le revenu médian est à 43 000 €. C'est effectivement un revenu élevé. Mais dans de nombreux quartiers populaires d'Asnières, c'est-à-dire l'essentiel, il tombe à 11 000. Je rappelle également que malheureusement, nos concitoyens d'Asnières, pour maintenant 20% d'entre eux, 1 sur 5, est en dessous du seuil de pauvreté. Que nous avons un nombre d'allocataires du RSA qui est en augmentation significative. Donc, dire que nous sommes une ville riche, c'est, à mon avis, une contre-vérité. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit ça, mais il faut vraiment que vous revoyiez vos bases. Ensuite, vous nous dites augmentation des recettes et les recettes publiques et pas les autres recettes. Donc, en fait, et en même temps, vous nous dites, ah mais pourquoi ne pas baisser les impôts d'une certaine façon, voilà, parce qu'il y a beaucoup de recettes qui rentrent. Alors en fait, je vous rappelle que les impôts maintenant, c'est votre gouvernement qui a voulu ça. Nous, les impôts, nous n'avons plus que la taxe foncière sur laquelle nous pouvons agir. Donc en gros, si je résume votre position, vous voudriez qu'on baisse les impôts pour les propriétaires et qu'on augmente les tarifs des services pour les familles modestes et pauvres. Ben, nous, on ne veut pas ça. Pas du tout. Non, vous me répondrez plus tard, si monsieur le maire le veut. Moi, je poursuis. Et donc, je rappelle que cette suppression de la taxe d'habitation, c'est une suppression de la part d'autonomie fiscale et d'autonomie de gestion des collectivités. Nous avons toujours été contre, et l'exemple que nous vivons au jour le jour montre que nous avons raison. Car la compensation de l'État, comme d'habitude, sera une compensation en trompe-l'œil, et progressivement, les collectivités y perdront en base. Je rappelle également pour les Asniérois que les hausses d'impôts de cette année sur le foncier seront conséquentes parce qu'elles ont été votées par l'Assemblée nationale. Elles seront de 7%, c'est ainsi. En ce qui concerne ensuite votre réflexion sur la patinoire, excusez-moi, j'ai halluciné. Donc, vous considérez qu'il ne faut plus une patinoire sur Asnières ? Ben, écoutez, vous en parlerez aux habitants, notamment ceux qui profitent de la fameuse opération que ma collègue Julie, avec les services, organise chaque année, patinoire à 1 €, populaire, appréciée, etc. Donc oui, nous allons refaire une patinoire neuve, nous allons la refaire dans des conditions économiques équilibrées, on ne va pas faire un monument, je dirais, olympique, mais on va continuer d'avoir un équipement sportif digne de ce nom. Voilà ce que je voulais répondre à la première intervenante. En ce qui concerne Madame Ravier, juste un point d'information. Sur les écoles privées, nous respectons juste la loi. La loi nous impose de calculer ce qui est versé en compensation aux écoles publiques en termes de fonctionnement. Et la loi
impose que ce soit la même chose pour les écoles privées. La loi d'ailleurs, et ça c'est le gouvernement actuel qui l'a rajouté, nous impose aussi de le faire en plus pour les maternelles du fait de la scolarisation avant 3 ans maintenant, etc. Donc là, Asnières ne fait ni zèle ni contre-zèle, ce n'est pas idéologique, c'est purement légal. Et les services ont d'ailleurs bataillé ferme pour faire une comptabilité analytique qui soit opposable aux représentants de l'école privée pour leur montrer que ce qu'on faisait c'était régulier et que le tarif qu'il aurait, enfin le montant qu'il aurait accordé, c'est le montant légal, pas plus, pas moins. Voilà, donc il n'y a pas de, j'irais là-dedans, il n'y a aucune idéologie, c'est simplement l'application de la loi. Après, Monsieur Guillard, alors ça, franchement, vous me servez un boulevard. Vous me parlez de Monsieur Fillon. Bon, personnalité politique que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître, on sait bien. Mais honnêtement, le parti écologiste, il n'a pas été associé à M. Hollande pendant quelques années avec Mme Duflot. Et il n'a pas continué à voter les suppressions de dotations aux collectivités. Vous avez la mémoire courte, mais pas nous. Et donc, assumez qu'à un moment donné, vous avez collectivement, avec tous les autres partis politiques, voulu tordre le bras et le cou des collectivités en diminuant leur dotation globale de fonctionnement. Vous ne pouvez pas vous dédouaner de ça puisque vous étiez au gouvernement et bien représenté à l'époque. Ensuite, vous parlez de densification. Il faut arrêter avec ça. La densification en Île-de-France, c'est une nécessité parce qu'il y a beaucoup de demandeurs de logement. Mais on ne peut pas faire que du logement social. Il faut faire donc un mix et logement social et logement intermédiaire et acquisition en propriété. Je rappelle que la ville est engagée dans un plan de rattrapage sur le logement social significatif et que de ce fait, oui, il faut construire. Par ailleurs, je rappelle aussi qu'on nous demande de garder de la pleine terre, de faire de la zéro artificialisation nette, ce qui veut dire qu'il faut monter, sinon on ne peut pas construire. Voilà, c'est les contradictions auxquelles nous sommes confrontés et la directrice de la DRIL et monsieur le préfet n'hésite pas à nous rappeler en permanence que notre ville doit construire. Et voilà. Et donc, nous construisons de manière la plus équilibrée possible, mais vous parlez de densification et aussi d'augmentation de la population. Je rappellerai que sur le solde naturel, c'est-à-dire en fait différence naissance, décès, les mutations et les départs naturels aussi qui sont liés au fait que les ménages, soit les ménages se défont, soit les enfants quittent, en fait, nous allons tendre tranquillement vers 89-90 000 habitants, mais ça s'envolera guère au-delà. Ensuite, en ce qui concerne les DMTMO, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, qui ont été budgétés à hauteur de 8,5 millions, on a un directeur financier qui a de la plus grande prudence, et il a mis ce montant parce que nous avons la certitude qu'au-delà du diffus, c'est-à-dire la vente d'appartements, la vente de maisons, nous avons 3 opérations importantes de revente entre foncières de gros immeubles de bureaux qui, à eux seuls, vont asseoir la possibilité de faire ces 8,5 millions. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, les points de réponse que je voulais faire à chacun et à chacune des intervenants. Merci. On continue la série des mises au point et puis après on passera à la suite. Alors peut-être la mise au point, non, on ne va pas faire de ping-pong parce que si... Non, enfin c'est un débat, oui, c'est un débat. C'est-à-dire qu'on a entendu, on vous a entendu et puis on répond, c'est un débat. C'est parce que ce n'est pas un débat sans fin, nécessairement. Madame Picard. Thierry Le Gac, juste une mise au point sur les questions de tri, et puis ensuite on écoutera Thomas Doblic. Oui, donc j'aurais bien aimé effectivement vous expliquer toutes les possibilités de tri et toutes les solutions que nous offrons aux Agnérois pour permettre le bon geste de tri, mais vu que je dois être bref, je vais juste corriger une méconnaissance de votre part, visiblement, par rapport au tri des encombrants et des images que vous avez vues de Capital, qui théoriquement est une mission sérieuse, mais qui là a volontairement réduit les images à tel point qu'on ne comprend plus rien. Car en réalité, dans les encombrants, les D3E, c'est-à-dire tout ce qui est frigo, tout ce qui est type d'appareil, n'a rien à y faire. Ce sont des objets
qui ne doivent pas être jetés à cet endroit-là. Nous proposons des collectes avec écosystèmes qui sont possibles. Nous proposons aussi depuis le début de l'année, maintenant, par rendez-vous, en porte-à-porte, la récupération de ce gros matériel. Il y a différentes déchetteries mobiles, déchetteries fixes. Bref, déjà, toutes les solutions sont offertes aux Aignerois pour avoir le bon geste de tri. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont malheureusement peu précautionneux et peu civiques, nous avions demandé aux prestataires de l'EPT de faire passer un plateau qui récupère cet objet, qui l'amène au service technique municipal, qui le remette ensuite à écosystème. Donc les images que vous avez vues sont juste une anomalie qui a donné lieu à notre part à une demande d'application de pénalités auprès du prestataire. Donc on a demandé à l'EPT de faire appliquer ces pénalités, car je rappelle que c'est le prestataire de l'établissement public territorial et non pas de la ville. Mais en tout cas, nous concernant, nous offrons aux Agnarois toutes les possibilités de tri et du bon geste pour réduire les tonnages sur la ville, car c'est pour nous, bien entendu, essentiel. Et j'aurais tendance à toujours indiquer que le bon geste, c'est déjà d'éviter de créer certains types de déchets. Il y a d'autres solutions aussi pour les appareils qui fonctionnent. Donc en tout cas, les images que vous avez vues ne reflètent en rien la collecte réelle sur la ville d'Asnières. Merci. Thomas Doublic, maire adjoint. Merci, monsieur le maire. De la même manière, préciser plusieurs éléments extrêmement rapidement. Pour dire une chose, c'est que depuis 2012, avec les gouvernements successifs, on a eu une baisse de capacité d'agir des collectivités territoriales qui s'est répartie en deux grandes hypothèses. Déjà, plus de strates administratives avec la métropole et les EPT. Et je constate dans certains des discours qui sont prononcés qu'il y a une difficulté de classifier les compétences de chaque strate. Et donc, il y a des compétences, notamment l'accompagnement des Agniérois pour la rénovation énergétique, qui relèvent en fait du territoire et sur lequel, dans le cadre du plan climat air énergie territorial que nous avons voté et qui a été voté par le territoire, il y a un guichet qui est ouvert aux Agniérois aussi. Mais c'est bien une compétence du territoire. Vous avez parlé de collège, c'est une compétence des départements. Donc je crois qu'il y a aussi, quand on veut être clair vis-à-vis des citoyens, bien rappeler les compétences de chacun. Typiquement, sur l'écologie, même constat. L'écologie est par nature une politique transversale. Vous la trouvez sur l'intégralité de nos champs politiques, que ce soit en dépenses de fonctionnement, à travers notre restauration scolaire, que ce soit dans nos investissements, typiquement l'application du décret tertiaire et nos recherches d'économie d'énergie. Vous avez aussi, dans notre capacité d'agir qui a été complètement réduite, les tombereaux de normes et de dépenses obligatoires qui nous ont été imposés par ailleurs par l'État la plupart du temps. Donc typiquement, sur le plan d'écologie, je vais faire relativement simple en disant, vous l'avez vu dans le rapport d'orientation budgétaire, nous avons eu un signal assez clair. Nous sommes passés de la 2e à la 3e fleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas que de l'esthétique, et c'est même de moins en moins de l'esthétique. C'est quasiment 40 critères environnementaux qui sont ciblés par un jury qui est venu sur la ville d'Asnières et qui regarde notre capacité à désimperméabiliser, notre capacité à gérer l'eau, notre démarche en termes de biodiversité, notre lutte contre les déchets sauvages, notre plan d'action sur 1000 arbres. Bref, nous avons 40 critères écologiques qui ont été reconnus comme étant en progrès par un jury. Et je pense que ça, dans le cadre de nos débats, c'était important de le rappeler. Merci, monsieur le maire. Très bien, merci. Frédéric Sidbon et ensuite Thierry Sellier. Merci monsieur le maire. Bon, je serai vraiment bref parce il faut faire vite. Mais pour information, donc on a entendu le plan vélo tout à l'heure. Je vais en parler juste pour information. Donc oui, c'est une continuité actuellement. Comme je vous l'ai dit, je crois en commission mixte, il y a quelques temps, nous avons pris une société qui s'appelle Artelia, qui nous a fait en fait un plan, une analyse sur la mobilité d'Asnières, sur le vélo, mais aussi sur la voiture, sur les piétons, sur l'aspect commercial, développement économique, etc. Et aller sur la mobilité.
La situation cible que l'on a sur Asnières, c'est avoir 41,65 km aménagés, parce que pour information, ça y est, on a eu le résultat de l'analyse en début d'année, là. Donc là, on va passer à l'action. Donc on va avoir 5 km de plus côté cyclable, avec une amélioration du service et de sécurisation des liaisons. Donc on a trois phases. La phase à très court terme, à savoir 2023-2024, avec l'instauration de ce qu'on appelle de vélorues sur Asnières. Donc il va y avoir pas mal de rues qui vont être impactées. Nous allons avoir ensuite en court terme 2025-2026, l'aménagement avec la maîtrise d'œuvre. Donc comme vous le savez aussi, on travaille aussi sur la végétalisation de différentes voiries. Et dans cette végétalisation, on a aussi l'aspect cycliste et piéton. Donc, il y a la rue Émile Zola, il y a l'avenue Flachat qui va passer en sens unique à terme, puisqu'on a fait une concertation. On a la rue de la Belle-Émile, on a la rue du Révérend Père Christian Gilbert. Tout ça, c'est du 2025-2026. Et puis, on a à moyen terme aussi, avec, je sais pas moi, la rue Armand, la rue du Ménil, la liaison Boudou-Armand, des voies vertes. Et puis surtout, à avoir un réseau structurant et un réseau secondaire en liaison, en fait, gare après gare, d'un point A à un point B, avec, comme je l'avais dit il y a encore 1 ou 2 ans, une liaison avec le RERV fait par Valérie Pécresse et la région, avec le plan vélo du département, avec le plan vélo de l'EPT avec lequel on travaille aussi. Je suis sur l'aménagement du territoire en tant que conseiller territorial aussi, donc je travaille aussi sur ce sujet-là. Et puis bien sûr le Grand Paris. Tout ça pour vous dire qu'on avance bien. On a eu donc encore une fois les analyses là qui ont été données en début d'année. Et donc je vous ai donné la situation cible, 41,65 km aménagés à terme. Et puis bien sûr, la passerelle arrivera, bien sûr, vous allez entendre parler d'ici 2025 de cette passerelle-là, avec une piste sécurisée, mais ça vous le saviez aussi, donc Grande Rue Charles de Gaulle, de la passerelle qui est parallèle du pont d'Asnières jusqu'au Nicolas. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Monsieur Thierry Sellier, maire adjoint. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, c'est toujours très difficile d'intervenir après la qualité des réponses apportées par mes collègues, dont M. Mar et M. Mancipose. Toutefois, je veux quand même préciser que notre groupe centriste, UDI et macroniste soutient sans réserve l'orientation budgétaire qui nous est présentée ce soir. Cette orientation est sérieuse, juste et conforme à nos engagements. Elle nous permet de continuer à financer un programme ambitieux d'investissement au bénéfice de nos concitoyens, à réduire l'endettement de notre ville et à faire face aux conséquences de la crise énergétique et à la baisse des dotations de l'État. Notre groupe tient à féliciter nos élus et les services en charge de ce dossier pour la qualité du travail fourni et nous permet de démontrer une fois de plus le sérieux de notre majorité municipale dans la gestion de notre ville. Je vous remercie. Très bien, merci. Marido Leschliman. Merci, Monsieur le maire. Juste une courte intervention, puisque beaucoup de choses ont été dites et bien dites, au sujet de ce rapport sur les orientations budgétaires 2023. D'abord, souligner, comme le disait justement Thomas Doublic, qu'il ne faut pas se tromper de compétences. Et manifestement, certains de nos collègues mélangent un peu les compétences, à moins qu'ils s'intéressent au sujet dans le fond que quand il y a une déclaration à faire au conseil municipal. Certains même ne connaissent pas bien les quartiers d'Asnières, et André l'a bien indiqué. Certains même ne connaissent pas du tout la sociologie d'Asnières, et j'y reviendrai. Mais en plus de ne pas mélanger les compétences, il ne faudrait pas non plus mélanger les exercices. Or, un débat sur les orientations budgétaires, c'est un débat sur les orientations et pas une présentation de budget. Le budget, nous le présenterons dans quelques semaines et nous aurons l'occasion d'échanger de façon très précise. Et Frédéric Sidbon, qui n'a pas pu résister à l'idée de parler de ses travaux sur le plan cyclable, heureusement que tous les élus n'ont pas fait peu comme lui, parce que sinon le maire... il nous aurait coupé nos micros à nous. Et donc, je ne vais pas parler de l'éducation, et Thomas Doublic ne va pas parler de tout le programme, et Thierry et Julie et tout le monde ne va pas tout déclamer. Nous allons parler à l'occasion
du budget. Là, on dresse les perspectives, on indique dans quel cadre général, national, international, ce budget s'inscrit, à quelles données factuelles, structurelles, réglementaires, financières il répond. Et donc, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail à travers cette présentation. Mais bon, vous êtes dans votre rôle, vous voulez vous opposer pour vous opposer, ça ne vous réussit pas, mais vous continuez quand même. Enfin, un dernier mot quand même, pour réagir à l'intervention de la toute nouvelle présidente du groupe, Madame Picard. Madame Picard, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Vraiment là, il fallait venir vous entendre pour cette première déclaration, et André l'a très très bien expliqué. Aller raconter qu'Asnières, c'est une ville riche. Asnières n'est plus une commune pauvre comme elle l'était du temps des socialistes, n'est-ce pas, chers collègues? Parce qu'Asnières était classée comme commune pauvre. Alors, Hélène Ravier n'était pas là, mais ses collègues étaient là, donc elle n'est pas comptable du bilan. Mais depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette commune, nous avons fait sortir cette ville du rang des communes pauvres. Elle n'est plus éligible à la dotation de solidarité urbaine, mais elle n'est pas riche. Enfin, franchement, mais traverser la rue Robert-Dupont, aller du côté de la rue des Grésillons, mais même dans le quartier centre, baladez-vous dans cette ville, allez dans les écoles, regardez les inégalités qui existent. Asnières est loin d'être une ville riche. Des villes riches, vous en avez dans les Hauts-de-Seine. Mais Asnières, c'est une ville mixte, avec les difficultés d'une ville mixte. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas faire comme un béni oui-oui juste pour saluer tout ce que fait le gouvernement. Ils font des choses peut-être bien de votre point de vue, peut-être des choses très mal aussi sans doute. Mais pour les défendre, vous ne pouvez pas aller jusqu'au point de dire qu'Asnières, c'est une ville riche qui ne mérite pas la DGF. Enfin, quand même, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et avec quelles ressources on va faire vivre et fonctionner cette commune? En tant qu'élu d'Asnières, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Vous ne pouvez que demander des fonds supplémentaires, même si c'est votre gouvernement, votre parti qui est au gouvernement. Voilà, enfin, je me permets de vous le dire très tranquillement, parce que nous, on essaie d'assumer la modération fiscale, de rendre un service efficace, performant, sans obérer les ressources des habitants, leur porte-monnaie qui est déjà largement amputée par l'inflation, par la crise énergétique et par les difficultés économiques des commerces, des entreprises, etc. etc. Donc, vous ne pouvez que nous dire et nous rejoindre sur l'idée que notre DGF devrait être plus élevée. Sans compter qu'on verse aussi des sommes importantes au titre de la compensation. Et ça nous ampute considérablement notre budget. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, je pense. Je comprends votre position, mais il faut trouver un équilibre, parce que sinon on n'est plus logique et on n'est plus cohérent et on caricature une ville. Et on n'est pas à sa place. Voilà, André a répondu sur la loi Debré, qui prévoit la parité de financement entre l'école publique et l'école privée sous contrat d'association avec l'État. Donc nous, effectivement, on respecte juste la loi, et c'est normal. Et je veux vous dire que quand vos amis, encore une fois, pas vous, mais vos amis, étaient à la tête de cette commune, eh bien écoutez, Asnières versait au titre du forfait d'externat 560 € par élève et par an, très très en deçà de la moyenne départementale au titre du forfait d'externat pour la scolarisation des enfants dans le privé. Mais c'est pas normal, c'est pas l'égalité des chances. Et je veux dire une dernière fois que les parents qui inscrivent leurs enfants à l'école privée,
ce ne sont pas que des parents riches, encore toujours les mêmes problèmes, il faut avoir cette subtilité. Certains recherchent un projet pédagogique, plus d'encadrement, plus d'encadrement, parfois de sévérité aussi. Et puis si on n'avait pas autant de professeurs qui n'étaient pas remplacés dans notre école publique, et si l'école publique n'avait pas toutes les difficultés en raison... Là, on est en train de parler de la baisse de la DHG dans tous les collèges. Le collège Malraux qui est en grande difficulté parce qu'on va lui baisser sa DHG. Dans tous les lycées, c'est le cas dans tous les lycées des Hauts-de-Seine qui se voient diminuer leurs moyens. Ben, si les moyens n'étaient pas aussi diminués, peut-être que l'école publique ne serait pas aussi en difficulté. Et si les AESH étaient remplacés, peut-être que les conditions d'études pour les enfants à besoins spécifiques seraient mieux assumées. Donc voilà, on ne peut pas tout caricaturer. Donc voilà, je vais arrêter, je ne vais pas être très longue, mais il me semblait quand même... Ça me faisait plaisir de vous dire 2-3 mots ce soir. Merci. Bien. Oh non, on ne va pas recommencer les... Voilà, on a entendu l'opposition, on a entendu les réponses des élus de la majorité. Non, vraiment. Non, je vous en prie, Madame Picard. On vous a écouté religieusement toute l'opposition. Les élus de la majorité mis en cause ont répondu. Voilà, je pense que le débat a eu lieu. Pour terminer sur le sujet, d'ailleurs, et c'est moi qui terminerai sur le sujet, en l'occurrence, de manière moins technique que ce qui a été dit, mais auquel je souscris évidemment de la part de tous les élus de la majorité. En fait, on continue de respecter et d'appliquer nos engagements contre vent et marée, pourrais-je dire, puisque effectivement, depuis le début du mandat, on n'a pas été épargné d'abord par la Covid et puis maintenant la conjoncture internationale et la crise énergétique, enfin tout un tas de choses. Et je pense que, et je salue les élus et je les félicite, ainsi que les services municipaux, on a bien du mérite à parvenir à stabiliser toujours la fiscalité, développer nos investissements et avoir effectivement cette perspective de pouvoir poursuivre le développement d'Asnières jusqu'à la fin du mandat. Alors j'entends bien effectivement l'opposition qui est contre tout par principe. Bon, voilà, c'est l'opposition, elle s'oppose. C'est juste un peu dommage de ne pas avoir une opposition constructive, mais c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est pas nous qui décidons ce que dit l'opposition, on écoute l'opposition, et puis l'opposition est contre tout. L'opposition voudrait même nous voir privés de dotation. Bon, c'est comme ça. Bon, voilà, on en est rendu à ce point-là. Donc à partir du moment où il y a une partie de l'opposition qui voudrait que Asnières ait moins de dotation, bon, que dire, bon. Simplement aussi, pour rebondir sur ce qui a été précisé, et sans faire le donneur de leçons, parce que franchement, c'est pas le lieu, et j'ai pas envie de le faire, mais j'invite vraiment aussi un certain nombre d'intervenants de l'opposition à bien regarder en termes de compétences. Tout à l'heure, il a été évoqué notamment le collège Malraux. Bon, le collège Malraux, c'est pas une dépendance de la mairie d'Asnières, quoi. Les collèges, ça dépend du département, du conseil départemental. Puis il a été évoqué aussi donc la passerelle sur la Seine. Bon, c'est le conseil départemental qui va la faire. Et puis tout à l'heure aussi, Marie-Do y est revenue, mais Madame Ravier avait parlé de la dotation aux écoles privées. Et André Mancipose l'a dit, c'est la loi. Donc c'est pas simplement nous qui décidons de faire les choses ou de pas les faire. Donc voilà. À part effectivement ces éléments-là, moi je veux terminer de façon positive en disant que on aura l'occasion nécessairement dans le vote du budget de détailler plus les différents projets, les différentes mesures. Conjoncture compliquée et on avance malgré tout, c'est-à-dire que tout est enclenché, parce que là aussi, peut-être un certain nombre de membres de l'opposition ne le savent-ils pas, mais les procédures à respecter sont nombreuses, lourdes et longues. Et donc on a effectivement, depuis maintenant le début du mandat, qui remonte à pas très longtemps, puisque je vous rappelle que les choses ont été décalées en raison du Covid et que quand on a été élu au mois de mars, on n'a pas pu siéger avant fin juin et voter le budget en juillet, etc. Malgré ce décalage, on a pu effectivement enclencher les différentes procédures, qu'elles soient financières sur les appels d'offres, qu'elles soient techniques sur les marchés d'architectes ou les marchés de construction. Donc voilà, et à mesure que les mois et que les années vont continuer de s'égrener, on aura nos différentes réalisations municipales telles qu'énoncées au début du mandat. On en a déjà inauguré quelques-unes, on va continuer à un bon rythme jusqu'à la fin du mandat, et j'espère que, mais même si c'est un vœu pieux,
l'opposition, même si elle s'oppose, sera à un moment satisfaite de voir que finalement les Agnarois y trouvent leur compte, voilà, quelles que soient leurs opinions politiques, leurs couleurs politiques. Et tout à l'heure, j'entendais Madame Ravier m'interpeller en tant que républicain, ou Madame Picard qui parlait d'En Marche, de Renaissance. En l'occurrence, on est une liste de rassemblement. On a gagné les élections municipales avec 57%, donc avec des gens qui ne se reconnaissent pas nécessairement tous dans les républicains, mais on a eu aussi des centristes, des macronistes, des non-inscrits, des gens de gauche aussi qui ont voté pour notre projet, quoi. Voilà, c'est ça, les élections municipales, c'est ça. Et l'action locale, c'est ça. Donc c'est un rassemblement sur des idées, sur des projets. Et tout ce qui nous importe, plutôt que de brandir des étiquettes politiques qui sont toujours un peu mouvantes, encore plus par les temps qui courent, c'est d'avancer sur la réalisation de notre projet, non sans avoir, et vous l'avez remarqué, là, l'opposition globalement, en le regrettant, mais pourtant c'est une constante et il faut bien le mettre en avant, non sans avoir évoqué les éléments conjoncturels, et c'est ce qu'on fait effectivement tous les ans dans le rapport d'orientation budgétaire. Alors bon, même si ça vous semble être des redites, le rapport d'orientation budgétaire, effectivement, il y a tous ces éléments conjoncturels qui sont précisés, et les éléments comparatifs et les éléments de strate. Bon, c'est comme ça, hein. C'est sûr que c'est des redites, mais c'est des redites naturelles, puisque de toute façon, cet exercice du débat d'orientation budgétaire est aussi quelque chose de très, très formel et très formaliste, mais qui nous impose de replacer les choses dans leur contexte. Voilà, ce qui est fait, donc c'est effectivement quelque chose qui revient d'année en année. Je veux dire, le contexte n'étant pas totalement évolutif et changeant à 180%, les choses sont redites. Ce qui change par contre, c'est l'action à l'intérieur de ce contexte de la municipalité, et une municipalité qui fait face à cette conjoncture et qui avance malgré tout. Et ça, je pense que ça vaut la peine aussi d'être remarqué, là où vous avez tant de collectivités qui soit n'avancent plus parce qu'ils osent plus ou parce qu'ils peuvent plus, soit d'autres collectivités qui avancent encore mais en augmentant de 50% leurs impôts locaux. Voilà, nous on a réussi à trouver le bon cap et la bonne mesure, en espérant aussi qu'il n'y aura pas de changement de conjoncture radical parce qu'on ne sait pas aussi où on peut aller, hein, c'est comme ça, mais en tout cas en tenant dans le cadre actuel tel qu'il a été évoqué, on sait qu'on peut aller jusqu'à la fin du mandat en développant nos différents projets. On va passer au vote de ce